Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comme chaque année, maintenant depuis quelques années, si je ne me trompe pas, je ne sais pas le nombre d'années, hein, mais on ne les compte pas. Donc c'est devenu un rituel de revenir ici chaque année parce que j'ai été convié il y a pas mal de temps à écrire mes textes suite au fait que j'avais raconté mes anecdotes familiales. Et donc on m'a incité à les écrire. Et c'est devenu mon premier texte, qui aujourd'hui est devenu un livre, Adelina di Lucera, ok, qui a été présenté également à l'Université de Luxembourg. On m'a invité pour ça. Ensuite, étant auteur-compositeur depuis pas mal d'années, j'ai inscrit forcément mes nouveaux textes également au droit d'auteur belge, qui un jour m'ont proposé de participer à un concours d'auteur. J'avais plusieurs textes et j'ai décidé de leur envoyer un texte qui parlait de l'homosexualité à l'italienne, si je puis dire, du début de la naissance jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'était assez bien raconté. Et le hasard a voulu que ce texte soit sélectionné pour Avignon, au Festival d'Avignon. J'étais le premier surpris, je dois vous dire. Mais ça m'a encouragé à continuer à écrire. Voilà, donc tout ça pour dire. Cette année, mon inspiration m'a amené, suite à la visite de Franco à son circuit. L'année dernière, nous avions un compositeur qui m'accompagnait, mais il a fait un petit détour par Mons pour arriver ici, vous voyez. Alors il me dit, Pascal, je me suis arrêté à Mons et il y avait une expo qui était formidable, un musée, tu devrais y aller aussi. Ah bon? Oui, VVG, il s'appelle. VVG. Alors, j'ai pas eu le temps, pour vous dire la vérité. Alors, je me suis documenté et j'ai été voir qui était VVG. Vincent Van Gogh. Ah. Et alors, je lui dis, écoute, j'ai pas pu y aller, mais tu m'as donné la curiosité de le connaître plus profondément. Or, tout le monde connaît Van Gogh, au moins dans les grandes lignes. Alors, je dis, je ne peux pas écrire quelque chose que tout le monde connaît. Il faut que je cherche quelque chose d'original. J'espère que c'est original. J'espère que ce sont des moments, des instants, des histoires, des petits sujets qui vont intéresser le grand public, autre que ce qu'on connaît d'habitude. Et c'est ainsi que je suis arrivé à écrire ce fameux texte et que j'ai composé également une musique que j'appellerais VVG posthume. Posthume, forcément. Donc nous avons composé cela il y a quelques mois et je vais vous la faire entendre. J'avoue avoir eu pas mal de difficultés à rester fidèle à sa propre histoire parce que j'ai eu difficile, comment vous dire, à retracer exactement les nombreux déplacements qu'il a eus, parce qu'il en a eu énormément durant cette courte vie. Dans mes recherches, j'étais également confronté à des auteurs, à des journalistes, à des historiens qui se contrariaient souvent. Et donc, ça m'a donné un peu de difficulté. Bon, il y a aussi, comment dire, il y a aussi certaines difficultés dans les noms. Ils ont tendance, à l'époque, à répéter le prénom 3-4 fois un derrière l'autre. Donc ça amène des difficultés. Donc je peux imaginer que c'était aussi à cause de ça, mais en tout cas, ça a été une difficulté pour moi aussi à pouvoir, comment dire, décrire l'histoire parfaitement. Donc ne soyez pas surpris si je me suis permis parfois quelques petites fantaisies à ma manière pour arriver à rédiger cette histoire. Voilà, en gros c'est ça. Pour ce faire, donc, je vais démarrer avec la première musique, enfin avec la musique de cette histoire qui s'appelle VVG.
VVG posthume. Posthume. D'accord? Oui. Oui, c'est moderne hein, aujourd'hui. Nous avons composé ça, mon ami et moi, il y a 6 mois. Il est mieux équipé, hein. Il a un studio et tout. Moi, j'ai rien. J'arrive chez lui avec ma guitare et je dis, bah, il faudrait envisager cette histoire. Et voilà, et on l'a fait. Vincent a écrit pas mal de citations. Il a écrit pas mal de citations. Et donc, je me suis permis de vous en réciter quelques-unes, toutes courtes, très courtes. Par exemple, il a écrit « Mieux vaut crever de passion que d'ennui ». C'est tout bête, c'est tout simple. Ok? Ça, c'était comme introduction. Je m'appelle, dit-il, je m'appelle Vincent Van Gogh. Je suis né un 30 mars 1853 à Zundert, aux Pays-Bas. Mon père était pasteur, ma mère femme au foyer, c'est-à-dire qu'elle gérait la maison et ses 6 enfants. Lorsqu'il lui restait un peu de temps, maman se défoulait en faisant de la peinture à l'aquarelle, ainsi que du jardinage. Elle aimait ça. Mes jeunes sœurs la copiaient facilement. Quant à moi, la logique voulut que je suive les pas de mon père. Et donc, très obéissant, je fis mon apprentissage et je devins jeune pasteur évangéliste. Mais il ne me fallut pas longtemps pour comprendre que cette vocation n'était pas faite pour moi. Non, non, non. Je me voyais plutôt missionnaire, vous voyez, aidant les clochards dans les rues, aidant les familles pauvres, les paysans. Oui, je considérais déjà avoir reçu une mission divine. Divine. C'est ainsi qu'un jour je décidai de quitter mes parents, ma famille, oui, pour découvrir un autre monde, le monde dans le besoin. La première mission que je m'étais fixée consistait à me déplacer dans une région proche des Pays-Bas, pas loin, c'est-à-dire à l'autre côté de la frontière, dans un pays minier situé en Belgique, dans la région de Mons. Je crois que c'est la photo là. Dans cette région, la commune exploitait du charbon depuis le XIIIe siècle. Ouais. À peine arrivé sur place, je décidai de descendre à 700 mètres sous terre, dans une mine du nom de Marcasse, lieu dit la Framerie, afin de me rendre compte par moi-même de la situation des travailleurs. Mais une fois au fond, je découvris des hommes, des femmes et des enfants qui y travaillaient, sans parler des chevaux qui y passaient toute leur existence. Au fond, les mineurs souffraient en silence, au fond, en creusant la roche et en aspirant cette poussière de silice. Les femmes et les enfants étaient recrutés comme archeuses, afin de ramasser le charbon et remplir ou tirer les wagonnets. J'en avais les larmes aux yeux.
Ces gens m'inspireront durant toute ma vie de la pitié et me laisseront des souvenirs inoubliables. Je vous préviens, c'est pas pour rire mon histoire, hein. Il n'y a pas de gag. C'est du sérieux. C'est la vérité. Suite à cette visite, j'écrivis immédiatement à Théo, mon frère, et je lui décrivis avec mes mots et mes larmes ces images que je n'arrivais pas à quitter de ma mémoire. Celles de ces gens en vêtements de toile malpropre, souillés comme des ramoneurs qui extrayaient du charbon, à la lueur d'une petite lampe à huile, à pétrole ou à acétylène, utile parfois pour détecter les grisous. Durant cette période à Marcas, j'ai eu le malheur aussi de vivre l'accident le plus meurtrier du Borinage. Vous vous souvenez? Non? Un coup de grisou qui fera 121 victimes et qui, semble-t-il, ne sera pas le dernier. Non. De ces mauvaises aventures, je fus tellement traumatisé que je décidai de remonter à la surface afin de défendre l'aspect sécuritaire et humanitaire de ces travailleurs. C'est ainsi qu'à l'air libre, je me mis à négocier avec le patronat pour améliorer les conditions de travail et salariales des mineurs, ce qui déplut énormément aux politiciens, vous imaginez, non? Mon père, furieux que son nom soit souillé et exposé dans la presse, envisagea même de me faire isoler dans un asile de fous, afin de faire oublier mes agissements. Il n'avait rien compris, ou il ne voulait pas comprendre. C'est ainsi que par son intermédiaire, certains médecins rédigèrent un rapport médical indiquant mes soi-disant troubles bipolaires de la personnalité. Déjà, dirait l'autre. Avant qu'il ne soit trop tard, je décidai donc de disparaître pour un temps de la circulation. J'aurais tendance parfois à passer d'un sujet à l'autre par manque de confiance de ce que j'ai pu découvrir. Donc ne soyez pas surpris. Mes amours perdus ou déçus, appelons ça comme ça. Parfois dans le désordre, oui. Citation. La réussite est parfois l'aboutissement de toute une série d'échecs. Ça, c'est lui, c'est moi. Comme dirait l'autre, c'est moi. Je me souviens d'un voyage à Paris, invité par mon frère Théo, qui vivait à Montmartre. Dès mon arrivée, il me fit connaître des artistes tels que Pissarro, Toulouse-Lautrec, Émile Bernard et tant d'autres. C'est ainsi donc, suivant leurs bons conseils, que je me mis à esquisser la peinture, en autodidacte bien sûr. Grâce à eux, je découvris également un bistrot du nom de Au Café du Tambourin. Tu connais? Non? J'y fis la connaissance d'autres artistes et de la tenancière, une certaine Agostina Segatori, une belle italienne originaire d'Ancona, dans les Marques. Les Marques, c'est sur l'Adriatique. Ouais. Qui, à ses temps libres, posait également pour ses artistes, pour arrondir ses fins de mois, bien entendu. Nous avons eu besoin de l'autre, l'un de l'autre. Nous ne nous sommes plus quittés. Nos vies se sont entremêlées. Et c'est ainsi que l'amour est né. J'ai écrit ça également. Ouais. Sans doute à cause d'elle, va savoir. Très vite, Agostina et moi, nous nous découvrîmes des affinités, au point de nous fréquenter plus sérieusement. Un jour, elle accepta même que je la peigne, malgré mon amateurisme et mon manque de finances. Petit à petit, nos rapports d'amitié se transformèrent au point de devenir amants.
J'ai appris beaucoup en sa compagnie. Il ne faut pas oublier que cette femme avait déjà bien vécu, non? Elle avait même gardé un fameux souvenir, un joli petit garçon. Cette rencontre m'aura maturé, ou fait mûrir si vous préférez. D'accord? Durant cette période parisienne, je découvris également d'autres quartiers, comme par exemple celui de l'art d'Extrême-Orient, celle du pays du soleil, vous voyez? J'étais émerveillé par les estampes chinoises et japonaises. J'avais donc décidé de découvrir cette peinture. J'étais tellement motivé que je me décidai à peindre, et le premier cobaye qui se posa sur mon chemin, je l'avais trouvé à travers mon ami le père Tanguy, marchand de couleurs. C'était lui qui vendait les couleurs dans la région à l'époque. Un Breton qui s'était installé à Paris depuis pas mal de temps. Et donc, il acceptait que je le peigne devant des estampes qui représentaient le mont Fuji. Ouais, ouais. Aujourd'hui, cette toile, d'ailleurs, de cet ami, ainsi que d'autres, se trouvent certainement au musée Rodin, à Paris, si vous voulez les voir. Encore une citation. Ouais. Réaliser des esquisses revient à planter des graines pour faire pousser des tableaux. Avec Agostine, nous vécûmes 2 merveilleuses années avant de reprendre chacun notre chemin. C'est la vie, paraît-il. C'est la vie. Quittant Paris, sauf erreur, ouais, je me souviens d'une certaine Sienne Hornick, rencontrée à La Haye. C'était une femme mûre, d'âge mûr, mère de 4 enfants, de pères différents, couturière à ses heures, femme de ménage parfois, et sans doute aussi prostituée pour nourrir ses enfants. En la voyant dans la rue, j'eus tellement mal au cœur que je décidai de l'héberger le temps qu'elle se réorganise. Vous voyez ? Cela dura le temps que dure la création de plusieurs œuvres de Sienne, ainsi que la fin de nos désirs sexuels. Un jour, sur insistance de Théo, je décide de me déplacer à Drenthe, dans le nord-est des Pays-Bas, également pour peindre, toujours pour peindre. Sienne n'aura d'autre solution que de se trouver un autre logement. La chance voulut que, comme par hasard, dans les jours qui suivirent mon départ, elle rencontra l'amour, s'installa chez lui et rapidement se maria. Moi, j'étais content pour elle. Les jours et les mois passèrent, et un matin, je reçus un courrier d'un ami m'annonçant le décès, ou plutôt le suicide de Sienne. 1 an avant Sienne, de passage chez mes parents à Éten, je fis la connaissance de ma nièce, Kie von Voss-Stricker. Au premier regard, je suis tombé, moi, comme toujours, amoureux. Mais la jeune veuve m'ignorait totalement. Pire, elle repoussa même mes avances. Un échec de plus dans ma vie. Ok, un de plus, mais bon. En 1876, j'ai été invité par Jean-Baptiste Michel Adolphe Goupil. Tu connais Goupil, l'époque? Goupil en personne, éditeur installé à Montmartre et qui travaillait en collaboration avec mon oncle, un de mes oncles, Van Gogh, marchand d'art lui aussi, faisant commerce d'estampes, de reproduction de tableaux et maître ancien et récent. Il faut savoir que dans les années 1841 à 1866, la société connut une extension tellement extraordinaire
qu'elle ouvrit d'autres établissements dans le monde, à Londres, New York, Berlin, La Haye, Vienne, Bruxelles. Elle ouvrit également des comptoirs de vente, à tel point qu'il fallait du personnel. Amicalement, Adolphe Goupil me proposa de faire un apprentissage dans une de ses succursales à Londres. Je ne sais pas si vous avez su, mais il y a été convié. Sans doute que le membre de la famille y était pour quelque chose. En tous les cas, j'hésitais, car je n'étais pas très attiré par ce commerce. Pourtant, après mûre réflexion, inactif et sans emploi, je décide tout de même d'accepter le challenge, de découvrir ce pays étranger qui m'était totalement inconnu, Londres. Okay. C'est ainsi que, dans les jours qui suivirent, après une traversée plutôt mouvementée, j'arrivais enfin dans cette ville pour être pris en charge par l'équipe londonienne. Très vite, je fus conquis par ce pays, par ce bout du monde, par cette ville, par son originalité, sa culture, très différente de la nôtre, c'est vrai. Autant littéraire qu'artistique, par sa population multiculturelle, et par ses peintres également, déjà à l'époque. En dehors de mes journées de travail, je prenais le temps de découvrir ces lieux et ces gens différents de nous. Les semaines et les mois passèrent, et n'ayant pas oublié mon objectif premier qui était la peinture, reconnaissant envers Adolphe Goupil pour l'expérience acquise, je décide un jour de quitter le métier de marchand d'art pour me concentrer sur mon art. Avec mes quelques économies, je pris donc résidence dans une petite pension de famille au 87 Hackford Road, où je me mis à travailler dans les rues de petits dessins alimentaires. Au printemps de la même année, je découvre Eugénie, la fille de ma proprio. Ah, c'est le coup de foudre, encore. Elle est sympa, et les choses se passent plutôt bien entre nous. Enfin, en tous les cas, je le crois. Jusqu'au jour où elle m'annonce ses fiançailles. C'est le choc. Un de plus. Citation. « Je lutte contre la fuite du temps en allongeant un peu les journées, matin et soir. » Suite à cette annonce de fiançailles, je m'isole, je me cache, je me console comme je peux. À l'absinthe. C'est la découverte. Elle m'était fidèle. J'étais tombé amoureux de ce liquide vert, découvert en Suisse d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, au XVIIIe siècle, et devenu populaire en France au XIXe siècle. À l'époque, son degré d'alcool était compris entre 45 et 74 %. Vous imaginez. Voire 88. Donc c'était énorme. Mais bon, j'étais tombé amoureux. Cet alcool pouvait provoquer de graves dégâts, paraît-il, mais je m'en foutais. En raison d'une molécule appelée le touillon. Pour apaiser ma peine, ma douleur, mon chagrin, je me mets à traîner sous les ponts, à Londres, à peindre ceux de Westminster et tant d'autres. Il m'arrivait également de m'arrêter sur la Tamise afin de dessiner. C'est là, un jour, que je constatais que j'avais un petit problème de perspective à corriger. Oh oui, la perspective. Parallèlement à ce travail, je constate que je m'améliore par contre
avec la langue de Shakespeare. Je me retrouve ainsi à hériter d'une quatrième langue, c'est-à-dire le néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais. Pas mal. Les semaines qui suivent, je m'imposais volontairement une surcharge de travail afin d'éviter ce que vous imaginez, afin d'éviter de rentrer dans cette pension. Parce que malgré ça, je n'arrivais pas à quitter Eugénie de mes pensées. Non. Pourtant, un soir, en rentrant de ma pension, je l'aperçus à nouveau. Toujours aussi belle. Toujours aussi belle. Et bien entendu, je ne pus m'empêcher de l'accoster. Vous imaginez, non? Lui parler, lui faire encore des avances, en espérant la reconquérir. Mais rien n'y fit, rien. Le lendemain matin, Madame Loyer, la proprio, sa maman, ne supportant plus mon attitude, me demanda de quitter les lieux sur le champ. Ce que je fis. Ce fut aussi le déclic qui me décida à rentrer en France. J'y retrouve ainsi la famille et je m'isole dans ma chambre, en me consolant de nouveau avec mon amie, l'absinthe. Pourtant, quelques semaines plus tard, à force de tourner en rond, je me décide à lire les petites annonces tout de même. Je ne peux pas rester inactif. Anglaise, bien sûr. Et je postule comme instituteur dans le comté de Kent. Et à ma grande surprise, je suis retenu pour cet emploi, immédiatement. Je reprends donc cette fameuse traversée. Et dans les jours qui suivirent, je devins de nouveau instituteur, puis enseignant, où je me suis autorisé à donner des cours de religion et à prêcher dans diverses églises. J'étais autorisé pour une fois. C'est ainsi que je reprends partiellement mes fonctions de pasteur missionnaire dans les faubourgs de Londres. La normalité est une route pavée. La normalité est une route pavée. On y marche aisément, mais les fleurs n'y poussent pas. C'est pas moi. C'est moi, c'est pas moi qui le dit. À Noël, je suis seul. Le moral n'y est pas. Et donc, je décide à nouveau de rentrer chez moi, auprès des miens. Non, je ne peux pas. Cette fois, en faisant une trêve avec mon paternel. Heureux de me revoir et convaincu de mes bonnes intentions, celui-ci m'envoie à Amsterdam pour y suivre des cours préparatoires aux études de théologie. J'accepte sans réfléchir. Non fa niente. Pourtant, à peine arrivé sur place, je réalise m'être encore trompé. Alors, ne sachant que faire, comme d'habitude, j'écris à qui? À Théo. À Théo, pour lui faire part de mon erreur. Comment faire? Ma déplorable et stupide erreur. Alors, patiemment, il me remonte le moral. Puis, il fera le nécessaire pour calmer mon père, notre père. Quant à moi, je disparais à nouveau. Citation. J'ai un besoin terrible de religion. Alors la nuit, je vais devoir aller dehors pour peindre les étoiles. C'est ma religion. Je répète, j'ai un besoin terrible de religion. Alors la nuit, je vais devoir peindre les étoiles. Cette toile que vous connaissez certainement. Ok? Demande à ta femme alors si tu ne sais pas. C'est ainsi que je quitte à nouveau la région pour m'isoler ailleurs. Encore un départ, encore un voyage. Ailleurs où
en bon chrétien, je décide de me consacrer en autodidacte à ma propre religion, cette fois, ma propre religion. C'est-à-dire une relecture approfondie de la Bible, ainsi que d'autres textes religieux comme, par exemple, celle intitulée « L'imitation de Jésus-Christ », sorte de vademecum en latin du bon chrétien, un texte qui a été écrit à la fin du XIVe siècle. Sachez que c'est un des livres les plus imprimés au monde après la Bible. D'accord? Non, on ne le savait pas. Finalement, cette lecture me tracera une nouvelle voie. J'offre mes vêtements, le micro, aux pauvres, comme le suggère la Bible. La Bible qui précise, car ils en avaient plus besoin que moi. Et je me trouve un logement très modeste, c'est-à-dire une cabane rudimentaire. C'est ainsi que je décide donc de m'occuper des malades, de victimes d'accidents miniers, de paysans. Pourtant, après des mois et des mois d'aide à la population, d'isolement total, de prières, de manque de morale, suite à de nombreux échanges de courriers avec Théo, je n'en peux plus. Je décide donc de repeindre et de reprendre contact avec les miens. Et c'est finalement ce que je ferai de nouveau, pour la Xème fois. Ah oui, je vous oubliais Margot. De retour à la maison, je glande pas mal, je flâne, à force de traîner dans l'inutile. Un jour, je rencontre Margot, une voisine, amie de mes sœurs, une orpheline de mère. Elle vivait avec son père et ses 3 sœurs. Rapidement, nous faisons connaissance et sympathisons. C'est bien. Les semaines passent et petit à petit, l'amitié de Margot se transforme. Elle cherche à me séduire. Et ce qui devait arriver, arriva. Margot me fit des avances. Oui, c'était elle qui me relança. Surpris, j'ignorais encore ce message. Oh. Après tout, elle avait 38 ans. Et moi, à peine 30. Aujourd'hui, c'est moderne, mais pas à l'époque. Quelques jours plus tard, elle renouvela sa demande. Et à force d'insister, elle arriva à me convaincre. C'est ainsi que je me suis dit, oh ouais, pourquoi pas, on verra. Et donc, le jour J, je me présentais à la famille au complet, le papa avec ses filles, afin de suggérer une demande en mariage. Je n'eus pas le temps de finir ma première phrase que toute la famille intervint dans un brouhaha insupportable en s'opposant formellement à ce projet. Absolument. Argumentant que je n'avais pas de situation stable. Alors, surpris, j'eus beau essayer de les convaincre que mon métier prenait la route et que bientôt je pourrais certainement faire vivre leur fille de ma peinture. Mais rien n'y fit, bien sûr. Suite à cet échec, Margot, complètement démoralisée, fit une tentative de suicide. Décidément, j'étais entouré de ces gens. Après ce geste désespéré et irréfléchi, elle se retrouva donc hospitalisée durant plusieurs jours. Le médecin de famille, envoyé par le père de Margot, un beau jour vint me voir, afin de me convaincre de ne plus la fréquenter.
Il n'en fallait pas plus pour que je décide, au pied levé, de quitter la région et de m'en aller visiter Bruxelles, où cette fois je me consolais à la découverte de La bière. l'absinthe et de jolies prostituées. Oui, c'est vrai qu'on est en Belgique. Hein. Et de jolies prostituées. C'était le début pour lui. Quelques jours plus tard, consolé, finalement consolé, ayant appris quelque chose, hein, je me déplace en Artois, dans le Pas-de-Calais, car je me suis souvenu du peintre Jules Breton, que j'avais rencontré à Paris, dans la galerie de Goupil, et qui m'avait gentiment invité à lui rendre visite afin de découvrir son travail. Ce que je fis. J'y restai un certain temps d'ailleurs, suffisamment pour approfondir mes connaissances et découvrir le naturisme et le réalisme. Après cette belle expérience, je décidai donc de reprendre la route vers le Borinage, terrain connu. C'est là que, sans moyens financiers, je m'invite donc dans les fermes. Je couche sur la paille, dans les étables, et en échange de mes dessins, je reçois un peu de nourriture. J'apprends patiemment à mieux maîtriser le crayon, le fusain et le pinceau. J'écris à Théo pour l'informer de mes avancements et je lui dis « Ici, le paysage est triste, mais tout de même aussi pittoresque que dans le vieux Venise, ou encore dans certains quartiers de Bretagne ou de Normandie. Je dessine et je peins énormément, mais pas satisfait de mon travail. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Pas satisfait de mon travail, il a détruit 693 pièces. 693 pièces, vous pouvez imaginer. Et dans ma colère, donc, je décide de me déplacer ailleurs, plus dans le sud. Donc il repart à zéro. Un jour, je reçois un courrier de la famille qui se souvient que j'existe. Elle se souvient. Elle me fait savoir qu'elle a des suggestions de boulot pour moi, comme par exemple boulanger, menuisier, comptable, lithographe, etc. Je ne donne même pas de réponse. Ça ne vaut pas la peine. Pourtant, encouragé par Théo, je me concentre sur mon travail et me déplace fréquemment. Il me suggère La Haye, par exemple, où je dessine et je peins la vie quotidienne des gens modestes. Je visite de nombreux musées. Je me familiarise avec le réalisme des maîtres tels que Millet, l'Hermite, Mauve, Israël et bien d'autres. Je me mets également à dessiner et peindre de l'impressionnisme, comme par exemple la nourrice, la berceuse, femme tricotant, un garçon avec une bêche, les mangeurs de pommes, un homme avec une pioche, des femmes portant des sacs de charbon, des mineurs dans la neige avec un charbonnage en arrière-plan, ou encore un cheval harassé, prêt à s'écrouler à tout moment, qui me fait penser à ces vieilles bêtes fatiguées que j'avais aperçues dans les profondeurs des mines. En dehors de ces sujets, j'étais encore et toujours attiré, picturalement bien sûr, par ces modestes habitations, ces minuscules et charmantes cabanes recouvertes de mousse, vous voyez, où le soir on pouvait apercevoir une petite lumière accueillante traverser les modestes fenêtres.